Des millions de Palestiniens et des millions de Juifs continueront de vivre ici. Il est temps de trouver des solutions. Au Proche-Orient, la guerre donne le ton. Que ce soit dans la vie quotidienne, les clubs et même les charts. Les voix qui s'élèvent en faveur de la cohabitation entre juifs et arabes restent marginales. Pourtant, elles existent, dans la rue comme dans les clubs. Les personnes qui croient en cette cohabitation sont minoritaires. En Israël, la scène techno est aujourd'hui beaucoup plus militante, nationaliste et patriotique. Hier, par exemple, je suis tombé sur une vidéo d'une énorme soirée qui avait lieu dans l'un des plus grands clubs de Tel Aviv. Il y avait des drapeaux israéliens partout. Et le DJ a passé une chanson en hommage à l'armée. Ça m'a rendu très triste. Nous proposons une alternative à cette scène festive et militariste qui émerge. Je m'appelle Chaim Vitali Cohen, je suis musicien, DJ et j'organise des soirées. Je m'appelle Yochai Matos et je vis dans le sud de Tel Aviv. Avant, j'étais artiste et avec Chaim, on a fondé Coq-Choc. Les soirées Coq-Choc existent depuis une dizaine d'années. Mais il ne s'agit pas seulement de faire la fête. C'est aussi une sorte de réaction culturelle et sociale face à la réalité. Après ce qui s'est passé le 7 octobre, le pays tout entier a été en deuil pendant au moins 1 ou 2 mois. Mais Tel Aviv est un pôle culturel dynamique. La vie a repris plus rapidement ici qu'ailleurs. Très vite, les gens ont recommencé à se voir et à s'amuser. On a alors décidé d'organiser des événements qu'on a appelés Let's Meet. Avec ces soirées, on a voulu donner la possibilité aux participants de se rencontrer, de se prendre dans les bras et de se parler. Parce qu'il y a encore quelques semaines, tout le monde était cloîtré chez soi. Comme pendant la pandémie de Covid-19, le pays entier était sous le choc. On s'est posé beaucoup de questions en amont. On se demandait si c'était le bon moment de faire la fête, alors que tant de gens avaient été tués et que tout le monde était en deuil. Nous avons tous perdu des amis, assassinés par le Hamas au Festival Nova. Récemment, on a organisé un événement et on a fait appel à une amie DJ. Le 7 octobre, elle a perdu son petit ami au Festival Nova. Et c'était la première fois qu'elle se produisait à nouveau sur scène depuis sa mort. La situation est à la fois très difficile et complexe. Mais nous sommes persuadés que nous devons en parler. Il est nécessaire de créer des espaces pour que nous puissions nous rencontrer et partager nos sentiments. Ce genre de soirée est indispensable. Mais il faut aussi donner un sens à ce qui est en train de se passer. Parce que la vie a repris à Tel Aviv, alors que Gaza est en proie à une guerre terrible. Les opinions nationalistes sont aujourd'hui beaucoup plus répandues qu'avant. On retrouve le slogan « Ensemble, nous gagnerons » sur des flyers de soirée. On voit cette phrase partout.
Mais nous, on ne croit pas en la guerre. On ne croit pas au slogan « Ensemble, nous gagnerons », parce qu'on a déjà tant perdu. En 2022, pour le Nouvel An, on avait lancé une soirée qui s'appelait Hafla Techno. C'était en quelque sorte notre manière d'envisager l'avenir. On avait invité des DJ palestiniens pour danser sur de la musique et des sons du Moyen-Orient. Parce qu'en général, c'est toujours de la techno occidentale qui passe en club. Et puis, il y a eu le 7 octobre. Pour l'instant, nous n'avons pas prévu d'autres soirées Hafla Techno. Parce que nos amis palestiniens ne veulent plus venir jouer dans les clubs de Tel Aviv. Je m'appelle Aya Abou Arda. Je suis originaire d'Acre et je vis à Haïfa. Je suis palestinienne, DJ, activiste et j'ai aussi été avocate pour les droits humains. J'ai toujours été attirée par la scène techno et la vie nocturne parce qu'elle rassemble une communauté qui dépasse les clivages. J'aime faire la fête avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs de liberté, d'individualité, de cohésion et d'amour. Ça me procure un sentiment de liberté. Et j'ai même l'impression de laisser certaines contraintes sociales derrière moi. Pourtant, je n'ai plus mixé depuis le 7 octobre. En ce moment, je porte le deuil. Je me suis rendu compte que depuis cette date, les rapports respectueux que j'avais avec de nombreuses personnes issues du monde de la nuit, comme des programmateurs et d'autres DJ, avaient changé. Parce que nous vivons dans des réalités différentes. Nous voici à Haïfa. On peut dire que c'est une ville très diversifiée, avec une histoire culturelle très riche. Ici, les Israéliens vivent aux côtés des Palestiniens. Et pour les Palestiniens, Haïfa représente un véritable pôle culturel. Les Palestiniens qui vivent en Israël ont des voisins, des collègues et parfois certains amis israéliens. C'est notre réalité. Très jeune, on apprend aussi leur histoire, leurs perspectives, tout en grandissant dans un foyer palestinien. Pourtant, bon nombre d'entre nous viennent de familles de réfugiés qui ont été expulsés de leur terre d'origine. C'est comme si toute notre histoire, notre culture et notre héritage étaient en permanence invisibilisés, voire niés. Ici, on ressent vraiment à quel point on empêche les Palestiniens d'agir et de protester ostensiblement. D'ailleurs, nous ne manifestons jamais. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'opinion sur la guerre. C'est parce que nous avons peur. Peur d'être arrêtés et peur d'être harcelés. Je vais vous traduire l'annonce qu'on vient d'entendre. C'était un spot publicitaire pour une boulangerie qui disait soutenir Tsahal et les forces de défense israéliennes.
Ce genre d'annonce, on en voit et on en entend partout, que ce soit chez le médecin ou encore à la boulangerie. Même quand on prend le train, il y a des drapeaux israéliens géants de tous les côtés. Et en permanence, on peut lire le slogan « Ensemble, nous gagnerons ». En tant que Palestinienne, je suis constamment exposée aux images en provenance de Gaza. Et je sais ce que ce « Ensemble, nous gagnerons » signifie sur le terrain. Je sais à quoi ça ressemble. Et ce n'est que de la destruction. Je vois comment la société israélienne revient peu à peu à la normale et retrouve une certaine routine. Et la vie nocturne reprend elle aussi. Mais moi, je vis dans une autre réalité. Rien ne peut s'effacer parce qu'à Gaza, la tragédie s'aggrave de jour en jour. Le 7 octobre, nous étions nombreux à ne pas savoir quoi ressentir ou quoi penser. Énormément de personnes assassinées dans le kibboutz étaient des militants pacifistes. J'en connaissais certaines parce qu'on avait travaillé ensemble en militant pour les droits humains. J'étais sous le choc et ça m'a fait très mal. J'étais confuse. Mais j'ai aussi été confrontée à plusieurs réactions agressives de la part d'Israéliens que je considérais pourtant comme des proches avant le 7 octobre. Et puis, il y a autre chose qui m'a choquée. La rapidité avec laquelle les milieux artistiques de gauche s'étaient rangés derrière l'armée et le gouvernement. Pour moi, c'était très difficile à comprendre. Et ça m'a bouleversée. Parce que j'ai toujours considéré les clubs et la vie nocturne comme faisant partie d'une subculture, loin de l'ordre établi et de la répression. Je peux comprendre que ces réactions ne soient qu'une conséquence de la douleur et du traumatisme. Mais en ce qui me concerne, je n'ai plus le sentiment ni même le désir de faire partie de la scène clubbing israélienne de Tel Aviv. Il existe pourtant certains collectifs que je respecte beaucoup. Je pense à Coq-Choc, par exemple. J'ai souvent mixé pour eux et j'ai adoré leurs soirées. J'aime aussi qu'ils soient à la fois trash et politiques. Ils célèbrent une certaine évasion de la réalité et le font de manière radicale. Ils pourraient taire leurs opinions et leurs positions, mais ils ont au contraire décidé de leur donner de l'espace. Et à mes yeux, c'est très courageux, surtout en ce moment. L'événement que nous organisons ce soir est une sorte de cri du cœur pour tous nos amis palestiniens. Nous espérons que dans un futur proche, nous pourrons à nouveau nous réunir et mettre en commun nos pratiques artistiques. Ce soir, nous allons concrétiser notre espoir en un avenir meilleur. Mais nous le ferons sans nos amis. Pourtant, nous aspirons à être avec eux, parce qu'ils sont toujours présents dans nos cœurs. Je m'appelle Svetlana et je suis juive. J'ai aussi des origines ukrainiennes et russes et je suis sociologue. Je m'appelle Nadine, je suis germano-israélo-palestinienne et ma famille est chrétienne. Je suis tatoueuse et j'ai mon salon ici à Cologne.
Nous avons cofondé l'organisation Palestinians and Jews for Peace. Nous sommes un groupe de personnes palestiniennes, juives, israéliennes et musulmanes. Nous nous sommes réunis suite à la guerre déclenchée le 7 octobre parce que nous avions l'impression de n'être représentés nulle part. Lors de notre première manifestation, nous étions environ 500. 2 semaines plus tard, nous en avons organisé une autre et nous avons réussi à rassembler Plus de 3000 personnes. plus de 3000 personnes. C'est là qu'on s'est rendu compte que les gens avaient vraiment besoin de se retrouver et de former une communauté. Quand certaines personnes entendent parler de nos origines ou de nos identités, elles ont souvent de nombreuses attentes à notre égard. Mais en général, nous ne pouvons pas y répondre. En tant que juive, quand je me montre solidaire des victimes palestiniennes, je me fais traiter de juive qui se déteste. Et à l'inverse, on m'a déjà suggéré de prendre mes distances avec le judaïsme. C'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Avant, on me connaissait comme Nadine la tatoueuse, mais aujourd'hui, je suis devenue Nadine la germano-palestinienne. Parfois, j'ai l'impression qu'on attend de moi que je parle au nom de tous les Palestiniens. Et avant de dire quoi que ce soit, je dois toujours prendre mes distances avec le Hamas. Autrement, personne ne m'écoute. Il est très important, selon moi, d'écouter les personnes concernées par cette guerre. En revanche, les gens n'ont pas à disséquer le moindre mot que quelqu'un prononce pour ensuite lui reprocher d'avoir dit ceci ou cela. Pour comprendre un discours, il est essentiel de connaître le point de vue des autres, de s'intéresser à leurs expériences personnelles et aussi à leurs sentiments. Ça ne sert à rien d'être sélectif et d'avoir de l'empathie pour certaines personnes et pas pour les autres. Ce qui est primordial, c'est justement d'avoir de l'empathie pour tous les êtres humains et pour toutes les victimes de la guerre. Il existe d'autres organisations comme Standing Together qui ont exactement la même approche sur le terrain. Et ils agissent à très grande échelle et depuis bien plus longtemps que nous. Et dans des conditions beaucoup plus difficiles. Nous appelons ce territoire notre pays. Et les Palestiniens l'appellent eux aussi leur pays. Nous devons comprendre cette réalité pour qu'elle devienne la base de toutes nos discussions futures. Le débat est polarisé. On nous demande sans arrêt de nous positionner soit pour Israël, soit pour la Palestine. Pour être honnête, ça nous déçoit beaucoup. Je m'appelle Roula Daoud et je suis une citoyenne palestinienne d'Israël. Je m'appelle Alon Lee Green et je suis un citoyen juif d'Israël. Standing Together est un mouvement populaire israélien composé de juifs et de palestiniens. Nous existons depuis 2016 et nous nous engageons pour la paix, la fin de l'occupation, la justice sociale et la sécurité de tous en Israël. Depuis le 7 octobre, nous avons organisé de nombreuses manifestations auxquelles ont participé des milliers de citoyens juifs et palestiniens. Plus de 1000 personnes sont descendues spontanément dans les rues, ici à Tel Aviv, pour réclamer un cessez-le-feu devant le quartier général de l'armée. Nous, Palestiniens et Juifs de Haïfa, demandons la paix et un cessez-le-feu. Nous sommes ici pour défendre la solidarité judéo-arabe. Le gouvernement israélien ne propose aucune alternative à la guerre. De plus en plus de gens se demandent ce qui va se passer après les bombardements sur Gaza. Quelle est la solution qu'ils ont prévue pour nous? Nous sommes venus en Allemagne parce que la polarisation des débats nous inquiète. Ici, on assiste presque à un conflit à part entière à propos de la guerre qui a lieu chez nous. Israël, la Palestine, nos vies là-bas sont très compliquées. Mais ici, les gens tiennent absolument à prendre position. Au lieu d'exacerber cette polarisation qui finit en guerre de tranchées,
Nous avons besoin de discussions pour trouver une solution. Et pour y arriver, nous devons comprendre quelque chose de fondamental. La sécurité de tous les Juifs d'Israël ne sera jamais garantie sans la libération de la Palestine. Et inversement, la Palestine ne sera jamais libérée tant que les Juifs d'Israël ne seront pas en sécurité. Vous n'avez pas à choisir un camp, car la seule chose qui compte, ce sont les gens qui vivent sur ce bout de terre. De toute façon, soit les deux camps continueront à perdre, soit ils gagneront ensemble. C'est la seule vérité. L'onde de choc de la guerre à Gaza s'est propagée jusqu'en Sibérie, où se trouve ce que l'on appelle l'oblast autonome juif. Situé au beau milieu d'une zone marécageuse, ce territoire a été fondé par Staline dans les années 1930 afin de déplacer les populations juives de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, l'oblast n'est toujours pas vraiment juif, malgré ce que pourrait laisser penser le paysage urbain de sa capitale, Birobidjan. Le gouvernement autonome juif se situe aujourd'hui dans une petite ville aux confins de l'Extrême-Orient, où les traditions juives ont été préservées. Bonjour. Pouvez-vous me dire ce qu'est l'oblast autonome du Birobidjan? C'est super. Il a été créé en 1930-1936, je crois, par des colons. Dans quelle mesure est-ce un territoire juif aujourd'hui? Je dirais 0 ou 1%. Combien y a-t-il d'habitants? Juif, à peu près. 1 millier. Beaucoup sont partis, malheureusement. C'est une ville qui se développe bien, mais il ne reste pas beaucoup de juifs. C'était juif et ça reste juif. Bonjour, je m'appelle Kirill Mesamed. J'habite dans l'oblast autonome juif, dans une ville qui s'appelle Birobidjan. Je suis né ici, à Birobidjan. Mais au début des années 1990, quand il est devenu possible de quitter la Russie, nous sommes partis en Israël, où nous avons vécu quelques années. Ma mère a eu un cancer du sein. Toute la famille a alors décidé de revenir car les médecins lui ont dit qu'elle avait de meilleures chances de survie sous le climat où elle vivait avant. Nous sommes donc revenus à Birobidjan. J'avoue que j'ai essayé à plusieurs reprises d'aller vivre ailleurs, mais je ne sais pas pourquoi je suis toujours revenu ici. Ça doit être mon destin. Notre destin. Quand ils me voient, les gens comprennent tout de suite l'identité que je revendique. Je me sens juif, bien sûr, mais juif russophone, ashkénaze. En fait, j'ai du mal à dire que je suis musicien. Je me considère plutôt comme un poète. J'ai grandi dans la rue, et ma musique parle bien sûr de la rue et de ce que j'y ai vécu. J'ai été très touché par les événements des 2 derniers mois. Quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai eu un vrai choc. Ça me fait mal.
C'est une douleur pour moi. Je suis juif. Je ne suis pas israélien. Je souffre profondément pour tout le monde. Ça ne me fait pas mal parce que je suis juif, mais simplement parce que tout cela est tellement inhumain. Ça me fait souffrir tout ça. Franchement, moi, ma nationalité, c'est la bienveillance. Il faut être plus bienveillant, plus humain. Je n'arrive plus à écrire en ce moment. Juste avant les événements, peut-être 6 mois avant, j'ai composé un morceau sur l'Holocauste. Высшая проба в ротовой полости одним ударом выбивается полностью. Шма Исраэль на устах старика на века. Не пульса, не смаком клинка. Песня Хасида посеет пусть мир там. Пассивный монумент посыпят пруситом. Быть сытым, но духом как сито. Община с прощением идет по России с визитом. Мы победим. Je vais travailler. Je vais faire une animation chez les filles qui ont ouvert un centre de fitness. Elles organisent une fête pour le 3e anniversaire du lieu. Je suis très fatigué, mais vous allez voir, ça ne va pas durer. Au boulot, on change d'humeur. En plus de la musique, je fais des interventions. En général, c'est pour des mariages ou des entreprises, mais c'est aussi parfois pour ce genre de choses. Nous sommes aujourd'hui réunis pour fêter les 3 ans du centre de fitness. Le yiddish n'est plus beaucoup parlé. Quand j'étais petit, les gens le parlaient dans la rue. Les mamies assises sur les bancs parlaient yiddish. Mais c'est fini depuis longtemps. Mais il y a toujours une communauté juive à Birobidzhan. Une synagogue avec des enfants, des parents, des grands-parents juifs. Un jour, ce sera notre tour d'être des papis et des mamies. Mon fils est à moitié russe du côté de sa mère. Selon la halakha, il est donc russe, pas juif. Mais quand je demande à David de quelle nationalité il me répond qu'il est juif. Je ne peux pas lui expliquer le contraire. Pour lui, son papa est juif, donc il est juif. J'espère vraiment qu'un jour, il me dira « Papa, je suis prêt ». Ce jour-là, je ferai tout pour qu'il se sente juif à part entière, selon les règles. Quand j'étais petit et que quelqu'un me disait que j'étais un youpin, je lui cassais la figure. Maintenant que je suis adulte, quand on me le dit, je suis content. C'est vrai, je suis un youpin. L'oblast autonome du Birobidzhan fait partie de la Fédération de Russie. L'avenir de la Fédération de Russie déterminera donc celui de la ville de Birobidzhan. Sarajevo,
La capitale de la Bosnie-Herzégovine a été victime d'un siège et d'une guerre sans merci, il y a tout juste 30 ans. Aujourd'hui, la souffrance au Proche-Orient y réveille d'anciens traumatismes. À Sarajevo et dans toute la Bosnie-Herzégovine, nombreux sont ceux à avoir perdu leur père, ou encore un membre de leur famille proche ou élargie lorsqu'ils étaient enfants. C'est peut-être l'une des raisons pour laquelle nous avons éprouvé tant d'empathie envers la Palestine et la bande de Gaza ces derniers mois, mais aussi au cours des dernières décennies, car les images d'enfants assassinés nous rappellent beaucoup ce que nous avons vécu ici. Je m'appelle Eldin Zajkovic et j'ai vécu toute ma vie à Sarajevo. J'ai un master en sociologie, je suis marié et j'ai 4 enfants. Depuis une dizaine d'années, j'entraîne des jeunes au basket. Début 1992, j'avais 5 ans. C'est à ce moment-là que l'horreur a frappé Sarajevo et que les bombardements ont commencé. À l'époque, beaucoup de gens ne comprenaient pas ce qui se passait. C'était en réalité une guerre d'agression dont l'objectif était un génocide. Et du jour au lendemain, nous avons été contraints de défendre notre ville à main nue. Ici, à Sarajevo, nous avons lutté contre le nationalisme serbe et le concept de Grande Serbie. Tous les habitants de la ville, et pas seulement les musulmans, se sont battus contre cette idéologie. Sarajevo montre aujourd'hui que nous y étions tous opposés. Les lieux de culte semblent être restés intacts, et ce, peu importe qu'ils soient dédiés à la religion musulmane, catholique ou orthodoxe. Environ 1600 enfants sont morts lors du siège de Sarajevo, et plus de 11 000 personnes ont été tuées. La guerre d'agression sur l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine aura duré presque 4 ans, faisant plus de 100 000 victimes. La population civile était constamment exposée à des bombardements, ainsi qu'à des tirs d'obus lancés depuis les collines environnantes. Il se produit la même chose aujourd'hui à Gaza, où les civils n'ont nulle part où fuir. Ces événements récents ont réveillé des souvenirs de ma petite enfance. Je me suis souvenu des tirs d'obus quotidiens, les fenêtres brisées, le froid, le manque d'eau et de nourriture. Nous étions livrés à nous-mêmes. Ma mère devait marcher plusieurs kilomètres par jour pour chercher de l'eau. Il nous arrivait de boire de l'eau de pluie. Quant à la nourriture, nous nous contentions du strict minimum. En 1992, mon père, Rasim, qui avait alors 23 ans, s'est engagé pour défendre notre ville. Il était très jeune. Et lors de ses premières opérations, il a perdu la vie. Il est aujourd'hui enterré au cimetière de Kovači, tout comme 1500 de ses camarades. Quand j'étais enfant, je me demandais souvent pourquoi tout ça m'arrivait. Actuellement, des manifestations et des collectes de fonds sont organisées presque chaque semaine à Sarajevo. Mon fils et d'autres enfants ont spontanément lancé une collecte en vendant du thé et des jus de fruits pour aider financièrement leurs amis en Palestine. C'était leur idée et je ne suis absolument pas intervenu. Ils comprennent que la situation en Palestine n'est pas juste et ce qui est arrivé aux habitants de Sarajevo n'était pas juste non plus. Mais ce que les enfants ne comprennent pas, c'est pourquoi les grandes puissances n'agissent pas pour arrêter la guerre. Et même moi, en tant qu'adulte, je n'ai pas de réponse à leur apporter. La guerre d'agression en Bosnie est terminée depuis presque 30 ans. Pourtant, nous ne nous en sommes toujours pas complètement remis. Je doute d'ailleurs que cela arrive un jour.